Alien. Que ce nom est évocateur. Pourtant à l'origine un simple nom voulant dire étranger en anglais. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, le premier visionnage de ce film fut très intense. J'avais 12 ans. C'était la première d'une nouvelle soirée thématique sur la défunte chaîne La 5, Les Accords du Diable, présentée par la diabolique Sangria. Le film était très prenant, tout en ambiance, avec des effets spéciaux qui étaient ultra réalistes pour l'enfant que j'étais. Et je me souviens encore de ce sentiment étrange qui resta en moi bien après que le film fut fini, en pensant à cet étrange et fascinant vaisseau dont finalement on ne savait rien, mais ouvrant tant de possibilités sur un univers angoissant qui s'ouvre à nous. Car ici il n'était pas question d'une science-fiction façon grande aventure à la Star Wars. Cette science-fiction-là était terrifiante à plus d'un titre. Ainsi fut ma première rencontre avec l'Alien, créature devenue mythique, dont beaucoup ignorent encore à quel point elle est liée au célèbre auteur, paradoxalement mort dans l'anonymat, Howard Phillips Lovecraft. Ah, j'en vois déjà dont l'intention augmente soudainement en entendant ce nom. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir en détail sur lui, et de son lien, ou plutôt de ses liens, avec Alien. Ceci au fur et à mesure de cette vidéo. Mais tout d'abord, à l'inverse de ce que je fais d'habitude, je vais commencer par résumer le film, car la jeunesse du film et les personnes qui y ont participé sont tellement liées à ce que j'ai à raconter, tellement liées à tout un pan de l'histoire de la science-fiction, que je vais prendre le temps de développer tout cela après le résumé. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, ou qui se rappellent très bien du film, vous pouvez vous rendre à 6 minutes 6 secondes. Donc d'abord, ce que raconte Alien, renommé à l'époque en France Alien, le 8e passager, mais ça je crois qu'on l'a un peu tous oublié. Dans les entrailles de l'énorme cargo spatial Nostromo, de retour vers la Terre avec sa précieuse cargaison, l'équipage en hibernation est réveillé par l'ordinateur de bord. Pensant être proche de la Terre, les 7 membres d'équipage découvrent qu'ils sont en vérité encore bien loin et que leur réveil est dû à la captation d'un signal émis depuis une planète proche. Contractuellement obligés de vérifier ce qui peut provenir d'une forme de vie extraterrestre, les 7 membres d'équipage, plutôt par dépit que par envie, séparent alors la navette du cargo constituant le gros du vaisseau afin de se poser sur la planète. Après un atterrissage non sans encombre, 3 membres d'équipage, équipés de scaphandres, partent en exploration vers le signal. Ils découvrent alors l'épave de ce qui semble être un imposant vaisseau spatial et, pénétrant à son bord, l'explorent et finissent par découvrir une vaste pièce où siège le cadavre d'une créature d'environ 4 mètres de haut dont le thorax semble comme avoir explosé de l'intérieur. L'un des 3 explorateurs, Ken, prend alors un passage qui le mène dans un énorme espace parsemé de ce qui ressemble à des œufs assez imposants. Alors qu'il s'approche d'un des œufs, celui-ci s'ouvre et ce qui se trouve à l'intérieur se projette sur Ken. Pendant ce temps, à l'intérieur de la navette, la lieutenant Ripley surveille les opérations lorsque les 3 explorateurs reviennent. Ken sans connaissance, tenu par le capitaine Dallas et Lambert. Apprenant qu'un corps étranger s'est accroché à Ken, Ripley veut instaurer une quarantaine mais un autre membre d'équipage, H, prend l'initiative d'ouvrir le sas. Ken est alors emmené à l'infirmerie où on essaye de détacher l'étrange créature qui recouvre complètement son visage, mais celle-ci tente d'étrangler Ken, et après avoir essayé de la découper, on découvre qu'elle possède un sang acide, rendant très dangereux toute action envers elle. Alors que l'équipage se demande comment gérer cette situation, on découvre finalement que la créature s'est détachée toute seule du visage de Ken, et on la retrouve morte dans un coin de l'infirmerie. Les différents problèmes apparemment réglés, la navette repart s'arrimer au vaisseau principal, Ken se réveillant apparemment sans conséquence de sa mésaventure. Et ainsi l'équipage s'offre un dernier repas convivial avant de se remettre en hibernation. Alors que tout semble aller pour le mieux, Ken se sent mal et convulse. Puis soudainement, son ventre éclate de l'intérieur, libérant une petite créature très étrange qui s'enfuit avant que quiconque n'ait eu le temps de réagir. Le temps de reprendre ses esprits, l'équipage, s'armant de détecteurs de mouvement et d'aiguillons électriques, part à la recherche de la créature. En pleine fouille dans les dédales du vaisseau, une équipe composée de Brett, Parker et Ripley détecte des mouvements, mais ce n'est finalement que le chat qui accompagne l'équipage. Alors que Brett cherche à récupérer le félin vagabond, il est attaqué par la créature devenue aussi grande qu'un être humain. Le monstre emporte le corps de Brett, alors que Parker et Ripley ont tout juste le temps de l'apercevoir. Le danger ayant considérablement évolué, le capitaine Dallas adapte la stratégie et s'équipe d'un lance-flamme dans le but de poursuivre l'alien à travers les gaines d'aération, mais se retrouve éliminé à son tour par la créature qui se révèle plus maligne qu'attendu. Désormais sans capitaine, l'équipage cherche des solutions et la possibilité de s'évader à travers la navette de secours est évoquée, mais hélas elle ne peut emporter que 3 membres d'équipage. De son côté, cherchant des réponses auprès de l'ordinateur de bord, Ripley apprend qu'Ash a reçu l'ordre de la compagnie qui les emploie de ramener la créature sur Terre, toute autre considération, même la survie de l'équipage, passant en second. Découvrant que Ripley est désormais au courant, Ash l'agresse violemment et Ripley est sauvé in extremis par Parker et Lambert. Et dans le violent combat qui s'engage, Ash est littéralement mis en pièces, se révélant alors être un androïde. Ripley le rebranche dans l'espoir d'avoir des informations utiles, mais Ash leur exprime uniquement son admiration pour la créature,
estimant qu'ils n'ont aucune chance. Ripley, désormais premier officier du vaisseau, décide de faire exploser le Nostromo et de fuir à bord de la navette de secours. Préparant la navette pendant que Parker et Lambert partent récupérer du matériel, Ripley se rappelle que le chat est toujours dans le vaisseau et part à sa recherche. L'ayant retrouvé et retournant vers la navette, elle entend les cris de Parker et Lambert attaqués par le monstre, mais ils sont déjà morts lorsqu'elle les retrouve. Seule, Ripley active l'autodestruction du vaisseau et repart vers la navette, séparant celle-ci du vaisseau principal et s'éloignant de justesse avant de voir le Nostromo se désintégrer dans une formidable explosion. Se pensant enfin sauve, Ripley se rend compte que l'alien est caché à l'intérieur de la navette. Furtivement, elle enfile une combinaison spatiale, s'attache et ouvre le sas, expulsant ainsi l'alien qui reste accroché à l'arrière de la navette. Ripley allume alors les réacteurs, ce qui éjecte définitivement l'alien dans le vide intersidéral. Désormais véritablement sauvé, Ripley entre en hibernation avec le chat, entamant son retour vers la Terre. Alors Alien est donc un film de Ridley Scott, avec en vedette la toute jeune Sigourney Weaver, accompagnée pour les plus connus de Tom Skerritt, Ian Holm ou encore John Hurt. Ridley Scott est un réalisateur très connu. Blade Runner, Gladiator, Seul sur Mars. Il a une filmographie très fournie. Mais à l'époque, il n'a réalisé qu'un seul film, Les Duellistes, qui avait été très apprécié en grande partie pour ses qualités esthétiques. Ridley Scott, surtout en reprenant la licence ces dernières années avec Prometheus et Convenante. Oula, j'entends le bruit des fans qui hurlent au loin, attendez, je vais en parler après. Mais donc, Ridley Scott s'est souvent présenté comme le père d'Alien, alors que, non, on va le voir. Et en vérité, ce n'est pas du tout un secret. Mais le père d'Alien, c'est Lovecraft. Et la mère, ou l'inverse, après tout on voit ça comme on veut, c'est Dan O'Bannon. Alors, l'essentiel de ce qui va suivre va tourner autour de Dan O'Bannon, un scénariste et auteur américain né en 1946 dans le Missouri, et dont l'imaginaire se fit inséminer, ouais donc ça serait la mère dans ce cas, enfin bon, il fut donc imprégné on va dire par une lecture qu'il fit alors qu'il avait 12 ans, lorsqu'il découvrit pour la première fois un récit de Howard Phillips Lovecraft. Je reviens sur Lovecraft après, c'est promis, mais pour l'instant restons sur O'Bannon afin de ne pas nous perdre. Donc O'Bannon déclare lui-même qu'il a adoré ce récit, et a ensuite lu toute l'œuvre de Lovecraft dont il est devenu fan. Dan O'Bannon va donc grandir avec cette culture. Il fait partie de cette génération d'Américains d'après-guerre qui vont être imprégnés de toute la culture populaire de leur époque, que ce soit à travers les films, romans, magazines, comics, etc. Le tout bien sûr en grande partie composé de science-fiction. Et c'est pour cela qu'explorer les origines d'Alien nous permet d'explorer tout un pan de la culture SF. Donc O'Bannon est tellement passionné par les histoires de SF et de fantastique qu'il veut devenir scénariste et réalisateur. Et un jalon marquant de ce parcours est sa rencontre avec John Carpenter durant leurs études en cinéma. Pour rappel, John Carpenter c'est Halloween, The Thing, New York 1997, L'Antre de la Folie ou encore Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Je ne suis pas exhaustif bien sûr. Les deux signeront le scénario de Dark Star, réalisé par John Carpenter, et Dan O'Bannon joue également dans le film et en signe les effets spéciaux. Alors Dark Star, de quoi ça parle ? Il s'agit de 4 hommes d'équipage qui, à l'intérieur de leur vaisseau spatial, le Dark Star donc, sillonnent l'espace avec pour mission de détruire les planètes jugées instables. Le film consiste principalement à suivre les péripéties au quotidien de cet équipage plus ou moins loufoque, et il y a même une créature extraterrestre perturbant plus ou moins la vie à bord. Ils vont particulièrement avoir des soucis avec un robot lanceur de bombes, et finiront en flottant dans l'espace pour l'éternité. Bien sûr, dans cette histoire de vaisseau spatial, d'équipage, de mésaventures et d'une créature extraterrestre à bord, on peut y voir des éléments embryonnaires d'aliens. Décidément, les métaphores autour de la conception, j'ai l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose, moi. Mais pour l'essentiel, soyons francs, c'est une toute autre histoire. Et pour te dire, l'intérêt du film n'est pas vraiment dans un scénario qui serait particulièrement maîtrisé. Son intérêt réside surtout dans son ton et dans sa mise en scène, car à l'origine c'est un film d'étudiant en cinéma de 40 minutes, par la suite gonflé on va dire, pour pouvoir sortir en salle. Et le but de John Carpenter et Dan O'Bannon était surtout de montrer de quoi ils étaient capables, malgré peu de moyens. Et cela fonctionna, car si de son côté John Carpenter partit réaliser Assaut, Dan O'Bannon fut repéré par Alejandro Jodorowsky qui était en train de préparer son adaptation de Dune. Oui, je vous ai dit que l'histoire de la création d'Alien était une histoire très liée à la science-fiction. Bon, vous allez me dire, Dune, ok, c'est intéressant, mais il est où le rapport avec Alien ? En fait, sans le Dune de Jodorowsky, probablement qu'Alien n'existerait pas. En tous les cas, pas tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, je suppose que certains qui m'écoutent connaissent déjà l'histoire, mais pour les autres, la voici très rapidement. Donc, en 1973, Alejandro Jodorowsky, artiste et réalisateur franco-chilien à qui l'on doit déjà El Topo et La Montagne Sacrée, se lance dans le projet d'adapter Dune avec le producteur Michel Seydoux. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'oncle de Léa Seydoux. Vous savez, elle joue dans Dune partie 2 de Denis Villeneuve. Oui, je sais, tout est lié, c'est complètement fou. Enfin donc, Jodorowsky se lance donc dans l'adaptation du roman déjà culte de Frank Herbert, Dune. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà plusieurs vidéos sur Dune et Frank Herbert, donc n'hésitez pas à aller les visionner. Pour ce projet, Jodorowsky va s'entourer de tout un tas de gens déjà connus ou qui vont le devenir par la suite. Parmi ceux qui nous intéressent, il y a donc Dan O'Bannon, dont Jodorowsky a apprécié son travail sur les effets spéciaux de Dark Star et à qui il confie les effets spéciaux de son film. Jean Giraud, un très talentueux artiste français, principalement connu comme dessinateur de bande dessinée, également très connu sous son pseudo de Moebius. Chris Foss, un très grand peintre spécialiste de vaisseaux spatiaux, il a fait des tas de couvertures de livres de science-fiction magnifiques.
et H.R. Giger, un peintre suisse avec un univers, disons, très particulier. Et oui, on va beaucoup parler de lui ensuite, je vois votre impatience, on y arrive. Donc toutes ces personnes, et plein d'autres, vous imaginez bien, bossent sur la pré-production de Dune. Et un énorme travail est fourni, dont un storyboard de plus de 3000 dessins réalisés par Jean Giraud. Et finalement, je pense que vous vous en doutez puisque ce film n'existe pas, la production ne trouvera pas le budget pour aller au bout du projet, et résultat, Dan O'Bannon se tape une bonne déprime, mais retrouvant de la motivation, il reprend un scénario sur lequel il avait commencé à travailler quelques années auparavant, et assisté de son ami Donald Shusott, termine ce script qui, après pas mal de modifications, finit par décrire les mésaventures de spationautes devant se rendre sur une planète après avoir reçu un appel de détresse. Oui, voilà, Dan O'Bannon vient d'écrire Alien, mais ce n'est que le début de l'histoire. Alors, je vais m'attarder un peu sur ce premier scénario. Mais comme c'est à partir de là que les liens entre Alien et Lovecraft s'épaississent, il est temps de parler un peu de ce monsieur mort dans l'anonymat qui a tellement imprégné notre culture populaire. Ouf, j'arrive à garder le fil. Pour bien comprendre qui était Lovecraft et le rapport de son œuvre avec la science-fiction, je ne saurais que trop vous conseiller de voir ma vidéo à ce sujet. Mais pas d'inquiétude, je vais résumer l'essentiel ici afin de pouvoir développer ce qui nous intéresse. Donc, Howard Phillips Lovecraft était un auteur du début du siècle dernier qui, il faut bien le dire, a marqué la littérature fantastique et de science-fiction. Baigné à la fois par les récits gothiques, qu'il découvrit très jeune, et passionné par les découvertes scientifiques de l'époque, qui ont alors bouleversé complètement la vision du monde, il en fit une synthèse et créa une œuvre qui, après des récits clairement fantastiques par leur nature, furent de plus en plus imprégnés de science-fiction. Et ainsi, si dans ces histoires on est toujours face à des créatures qui semblent de nature justement surnaturelle, on découvrira que pour certaines, leurs origines sont clairement extraterrestres, voire extradimensionnelles. Au final, je résume bien sûr, Lovecraft nous fait comprendre que l'univers est parsemé depuis la nuit des temps de créatures incroyables pour qui les hommes ne sont pas un gros obstacle, si je puis dire. On retrouve souvent dans ces récits l'idée que ce qui est ancien cache en fait des secrets sur des savoirs au-delà du savoir humain, et même des secrets sur d'anciennes civilisations préhumaines. Bon là, ceux qui ont vu ma vidéo sur The Thing ont une idée de quoi je parle. Et effectivement, The Thing, qui a beaucoup d'affinités avec Alien, peut-être même peut-on voir The Thing comme une réponse à Alien de John Carpenter, et donc The Thing est un autre récit qui a beaucoup de rapport avec Lovecraft. Mais j'ai traité The Thing dans une autre vidéo, allez la voir si cela vous intéresse. Ici, nous allons revenir à Alien, parce que sinon on va pas s'en sortir, il y a trop de choses à dire. Donc, pour faire simple, chez Lovecraft, on a des créatures extraterrestres plutôt dangereuses pour l'espèce humaine, des secrets gardés sur un passé lié à cela, et bien que toutes ces histoires se passent sur la Terre, il nous fait comprendre que l'espace est potentiellement rempli de choses terrifiantes à l'échelle de l'espèce humaine. Et il est ainsi le père, ou la mère selon votre préférence, de ce que nous appelons l'horreur cosmique. Et forcément, vous comprenez bien qu'Alien entre parfaitement dans cette catégorie. Et de plus, lorsque l'on se réfère au premier scénario d'Alien, qui fut ensuite un peu modifié par Walter Hill et David Giler, également producteurs du film, les références à Lovecraft sont encore plus fortes, pour ne pas dire très nettes. Alors, avant de vous expliquer cela, sachez que le scénario original se trouve facilement sur internet, et qu'une BD en a été tirée il y a peu de temps sous le titre Alien, le scénario abandonné aux éditions Vestron. Et je vais vous donner envie de la lire en utilisant des extraits de cette BD pour illustrer mes propos. Je trouve personnellement très intéressant d'avoir pu découvrir cette version alternative. Donc, dans ce premier scénario, c'est disons à 80% la même histoire. L'équipage d'un vaisseau spatial est réveillé de son hibernation plus tôt que prévu car un signal a été reçu d'une planète, et ils vont sur la planète, une équipe de 3 personnes se rend à l'origine du signal, un vaisseau à l'intérieur duquel ils découvrent un extraterrestre géant mort. Et là arrive une différence importante. Ils découvrent des indications qui les amènent à se rendre non loin de là dans une pyramide. Et c'est là qu'ils découvrent les œufs ainsi que des murs recouverts d'inscriptions bizarres. Vous voyez, ce n'est pas forcément un ajout majeur. Mais dans cette version, on associe clairement les aliens à une ancienne civilisation avec un vaisseau en forme de pyramide. On retrouve ces thèmes beaucoup utilisés dans à la fois tout un genre fictionnel et dans la pseudo-archéologie de mélanger ce qui est ancienne civilisation avec les extraterrestres. Et ça vient clairement de Lovecraft. Je ne dis pas que c'est le seul à l'avoir fait, mais il a eu une influence certaine sur ce type de sujet. Alors, tout de même, parce que ça va être très parlant ainsi, je vais vous lire un petit extrait du scénario. Je pense que tous les fans de Lovecraft qui vont entendre cela vont frémir. Il éclaire autour de lui. Le rayon révèle qu'il se trouve dans une salle en pierre. D'étranges hiéroglyphes sont gravés dans les murs. Ils ont une apparence primitive et religieuse. Rangées après rangées de pictogrammes s'étendent du sol au plafond, racontant une histoire épique dans une langue inconnue. D'énormes symboles religieux dominent un mur. À intervalles réguliers se trouvent des statues de pierre stylisées, représentant des monstres grotesques, mi-anthropoïdes, mi-pieuvres. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas Lovecraft, les créatures grotesques et tentaculaires, c'est un peu sa signature. Enfin bon, voilà. Je crois que c'est clair. S'il y a encore des sceptiques, on trouve des interviews où Dan O'Bannon dit clairement que son inspiration pour cette histoire c'est Lovecraft. En synthétisant, il dit que c'est l'histoire d'astronautes rencontrant des grands anciens, donc des créatures de la mythologie Lovecraftienne. Enfin bon, voilà, je pense qu'on peut dire que le lien est fait, mais il n'est pas fini, et je pense que certains se doutent de pourquoi. Pour le reste de l'histoire, c'est très proche. La principale différence, c'est qu'il n'y a rien concernant l'androïde et la compagnie qui veut récupérer l'alien. Éléments sur lesquels je m'attarderai plus tard, c'est promis. Et d'ailleurs, tout cela est un très bon apport sur les scénarios originaux. Mais du coup, on a enlevé la pyramide pour tout condenser à l'intérieur du vaisseau.
Ce qui est cohérent en termes de retouches scénaristiques pour éviter de redondance, même si hélas ça a atténué le côté Lovecraftien du récit. Mais qui reste présent malgré tout. Surtout qu'au final, O'Bannon n'est pas le seul auteur d'inspiration Lovecraftienne à avoir travaillé sur le film. Oui, je tease, mais on y arrive. Alors revenons justement un peu sur la genèse du film. Par affinité avec Dan O'Bannon, disons-le ainsi pour faire simple, quand le projet Dune tombe à l'eau, ah tiens, Dune qui tombe à l'eau, le désert, l'eau, c'est marrant, mais pardon, je m'égare. Donc, une partie de l'équipe du film se retrouva à travailler sur Alien. C'est ainsi pourquoi on retrouve Chris Foss, Jean Giraud, et surtout, vous l'attendez tous, H.R. Giger comme artiste visuel sur le film. Alors au début, Giger n'était pas sur le projet. Il est arrivé après, alors que Ridley Scott ne semblait pas satisfait des designs présentés pour l'Alien. Et c'est Dan O'Bannon qui lui a montré un recueil des œuvres de Giger, un recueil nommé Necronomicon, en référence à Lovecraft dont il était un fervent lecteur. Et vous allez me dire, mais qu'est quoi donc le Necronomicon ? Le Necronomicon est donc un livre inventé par Lovecraft, et oui, toujours lui, qui apparaît pour la première fois dans la nouvelle La Cité sans nom, avant d'être évoqué au final dans 13 de ses fictions, et qui, disons-le simplement, est un livre contenant des secrets occultes en rapport avec la mythologie Lovecraftienne. Ah oui, aussi, le Necronomicon a été depuis cité dans plein d'œuvres, et c'est lui le déclencheur du mal dans Evil Dead par exemple. Et donc Giger et Dan O'Bannon se sont rencontrés à l'occasion de la pré-production de Dune, et vu que Giger dira plus tard de Dan O'Bannon qu'il était le plus grand spécialiste de Lovecraft qu'il ait jamais rencontré, on voit ainsi l'importance pour les deux de Lovecraft dans leur relation. Enfin bon, le résultat, c'est que Ridley Scott voit les œuvres de Giger, et particulièrement cette peinture. Ouais, vous voyez cette peinture, elle date d'avant le film. Elle n'a absolument pas été créée pour le film. Voilà, je pense que maintenant vous comprenez l'apport essentiel que fut Giger dans Alien. Et dans tout un pan de la science-fiction qui pillera son style, il faut vraiment être franc là-dessus. Sans Giger, la science-fiction aujourd'hui aurait toute une influence visuelle qui serait différente. Et vu que Lovecraft est l'une des influences de Giger, encore une fois, ça montre l'importance de ce personnage. Alors reconnaissons bien sûr l'œil de Ridley Scott qui a su voir dans Giger un style qui allait rendre son film unique. Mais vous voyez bien que ce n'est pas lui qui apporte les éléments qui font vraiment l'essence de ce film. En revanche, il en sera le ciment idéal si je puis dire. Je pense qu'à ce point de la vidéo, on se rend bien compte comment des œuvres ont influencé des artistes pour créer leurs propres œuvres qui à nouveau influenceront des tas de personnes. Et ce qui est fou, c'est que finalement c'est ce que raconte Alien. Alors de manière très symbolique. Mais finalement, Ken qui se fait inséminer par un alien, c'est Dan O'Bannon inséminé par Lovecraft. Et le monstre qui sort de son ventre, c'est son œuvre après qu'il ait digéré tout cela, si je puis dire. Et de même pour Giger. Alors je ne pense pas que ce soit la thématique principale d'Alien, mais n'empêche, je trouve cela intéressant de voir comment ce travail d'influence, d'imprégnation, de régurgitation, etc., qui est la manière dont la culture passe d'un individu à l'autre, se retrouve dans la thématique même du film. En parlant d'influence, je pense que certains se disent que je vais oublier de mentionner une autre inspiration d'Alien. Alors je sais, Dan O'Bannon a longtemps nié avoir même vu ce film, puis a fini par dire que oui, si, en vérité ça faisait partie de ses inspirations. Alors vous me direz, mais quel est donc ce film qui a inspiré Alien ? Eh bien, c'est La Planète des Vampires, un film italien de Mario Bava sorti en 1965. Racontant l'histoire de spationautes en mission spatiale à bord de deux vaisseaux qui se rendent sur une planète émettant un signal. Mais lors de l'approche, les membres d'équipage sont pris de folie. Et alors que certains s'en sortent bien, d'autres sont tués ou blessés. Plus tard, alors qu'ils essayent de comprendre les événements étranges se passant sur cette planète, ils découvrent un vaisseau échoué ainsi que deux squelettes d'extraterrestres géants. Par la suite, faisant face à des compagnons ressuscités, ils finissent par apprendre que les habitants de la planète sont des êtres dénués de corps attirant d'autres peuples pour les posséder, et pouvoir ainsi quitter leur planète. Alors effectivement, il y a deux éléments identiques. Les spationautes se rendant sur une planète d'où émet un signal, et la découverte d'un autre vaisseau avec un géant mort. Enfin, plusieurs ici en l'occurrence. Mais c'est tout. Le reste n'a que de vagues ressemblances. Donc allez, disons qu'il y a 20% d'éléments communs. On est d'accord que c'est léger. Et je ne parle même pas de l'antipode que représentent les deux films en termes de rendu visuel. Mais je trouvais nécessaire d'en parler malgré tout. Parce que ça reste intéressant de voir les sources de certaines idées dans d'autres œuvres. Et aussi de voir comment ces aspirations, à partir d'œuvres qui étaient clairement de la série Z à l'époque, ont pu participer à donner naissance à de grands films par la suite. D'ailleurs, rappelons aussi que s'il y a eu un gap visuel extrêmement important entre deux œuvres telles que La Planète des Vampires et Alien, ce n'est pas pour rien. En 1968, Stanley Kubrick a redéfini complètement la science-fiction au cinéma en décidant d'être visuellement très réaliste avec 2001 l'Odyssée de l'espace. Enfin, en décidant et en y arrivant bien sûr. Il en était soudain fini des décors et vaisseaux tout lisses et dont on se doutait bien qu'il s'agissait de maquettes. Et bien sûr, en suivant cette leçon, mais en rajoutant de la poussière par-dessus avec le premier Star Wars, George Lucas finit de poser les nouveaux standards visuels de la science-fiction, dont Alien est totalement un héritier. Et je dirais un des meilleurs élèves, car c'est vraiment un film magnifique en termes de direction artistique et d'effets spéciaux nouvelle génération. Pour l'époque, on s'entend. Et tout cela sert magnifiquement les thèmes développés par l'histoire. Sur cela, on ne peut que montrer le film en exemple. Ceci dit, il est temps d'en finir avec Dan O'Bannon. Je vais revenir un peu sur sa carrière, car c'est quelqu'un qui représente bien une période très importante pour la science-fiction, même si hélas on l'a un peu oublié aujourd'hui. En 1975, suite à sa rencontre avec Jean Giraud durant la pré-production de Dune, il écrira la BD The Long Tomorrow, dessinée donc par Moebius. Enfin Moebius, car quand c'est de la science-fiction, Jean Giraud signait sous le pseudo de Moebius. Cette courte BD paraîtra dans le tout jeune Métal Hurlant, un magazine de BD de science-fiction français qui aura une influence internationale. Et The Long Tomorrow, on sait que c'est une des références visuelles de Ridley Scott pour Blade Runner. Et bon, allez, je vous tease. Regardez cette planche de The Long Tomorrow qui sert de référence pour une scène de Prometheus.
Mais bon, l'influence de Metal Hurlant dans la science-fiction, il faudra que je vous en parle un jour, mais je vais pouvoir faire ça bien. D'ailleurs, O'Bannon participera aussi au long métrage Metal Hurlant, dans lequel il y a une histoire d'un taxi dans le futur qui recueille une fille. Non, je me suis trompé d'image d'illustration. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Enfin bon, revenons à Dan O'Bannon, qui hélas n'eut pas la carrière qu'il mérita, car son dernier film, The Resurrected, une adaptation de Lovecraft, on ne se refait pas, sera un échec et le poussera à abandonner le métier, dégoûté que les producteurs aient détruit son projet initial. Et hélas, Dan O'Bannon mourut en 2009 de la maladie de Crohn. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, j'en repars après. Oui, donc j'en ai pas totalement fini avec Dan O'Bannon, mais quasi. Bon, je crois que sur les origines du film, ses liens avec tout un pan de la culture SF, et avec Lovecraft en particulier, on est pas mal. Maintenant, attardons-nous un peu, enfin le temps qu'il faut, sur les thématiques propres au film. Donc bien sûr, il y a cette thématique principale de l'horreur cosmique, de se servir de l'immensité des mystères horrifiques que l'univers peut nous offrir pour créer un sentiment de malaise particulier face à des forces nous dépassant totalement, tout cela symbolisant finalement le grain de poussière que nous sommes face à l'univers. En parallèle à cela, le gros thème d'Alien, si je puis dire, c'est le thème du corps, ou plutôt des corps abîmés, de la chair qui rappelle constamment sa nature si complexe et si fragile. Souvent, on explique qu'Alien est une métaphore du forçage de relations. Ouais, je fais gaffe, apparemment YouTube n'aime pas certains termes. Alors personnellement, j'extrapolerai cela, bien sûr je suis tout à fait d'accord. Dès le départ, Ken se fait pénétrer de force pour être inséminé, c'est clairement un forçage de relations. Mais je trouve que cela va bien au-delà. Déjà, quand on pénètre le vaisseau extraterrestre, on a vraiment l'impression d'être dans quelque chose d'organique, d'être à l'intérieur d'un corps, avec tout ce que ça peut avoir de dégoûtant d'ailleurs. Puis on découvre cet immense corps étrange, qui semble un peu comme avoir un squelette à l'extérieur, et qui justement a été détruit depuis l'intérieur. Vous voyez ce in and out régulier sur les corps. Constamment on est dans les corps. On impose même un corps dans le corps de l'hôte. Et ce corps parasite jaillit en détruisant son hôte, tel un phallus déchiquetant la chair pour se faire un passage. Oui je sais, mais n'empêche ça fait partie de ce que ça induit. Non, c'est pas moi qui ai des fantasmes particuliers. Puis bien sûr, même en grandissant, l'alien garde cette tête particulièrement phallique, avec sa bouche ruisselante de liquide éjectant une deuxième bouche déchiquetant de nouveau la chair. Enfin bon, vous voyez, c'est quand même assez clair. Érection, débordement, liquide qui jaillit également lorsque l'androïde est mis en pièces, chair déchiquetée, pénétrée, mutilée. Le film ne cesse de jouer, si je puis dire, avec ces thématiques. C'est un peu comme si le film d'horreur, dans ces années 70, époque où le cinéma pour adultes avait pénétré les salles de cinéma, oui, elle était facile celle-ci, s'était offert cette nouvelle liberté de pouvoir faire ce qu'il voulait avec la chair, usant et surusant de métaphores disons charnelles, comme pour rappeler à quel point les pulsions primaires peuvent être destructrices, et à quel point bien sûr la chair dont nous sommes composés est finalement si faible. Et c'est cet éventail d'interprétation que j'apprécie beaucoup avec ce film. La thématique du forçage de relations est déjà une thématique intéressante en soi, mais le film va beaucoup plus loin que ça. Il y a comme une désacralisation totale du corps et de la chair qui n'est pas du tout innocente, et je reviendrai sur cela plus tard. Mais dans Alien, on est quand même dépossédé de son propre corps. Le thème de la grossesse rappelle violemment que la nature impose ses règles au-delà de la volonté de l'individu devenant un simple réceptacle quand c'est nécessaire. Il nous rappelle qu'il y a constamment un combat pour la survie des gènes, où la seule règle est ce qui fonctionne. Et en cela, le système de reproduction et de survie de l'alien semble particulièrement efficace. Et il y a une autre métaphore, toujours liée au thème de l'organisme, que j'apprécie beaucoup. D'une certaine façon, le Nostromo, avec son ordinateur de bord dénommé Maman, c'est comme un organisme, et les membres d'équipage des éléments de cet organisme. Et l'alien qui s'insère dans cet organisme, suite à une sortie mal protégée, pourrait-on dire? Oui, je sais, les métaphores sexuelles, il faut que j'arrête, mais c'est la faute du film, enfin bon. Du coup, c'est comme une maladie, donc quelque chose d'étranger, qui a pénétré un organisme et qui abîme ensuite celui-ci. Alors en parlant de maladie justement, j'ai mentionné rapidement celle qui emporta Dan O'Bannon en 2009. Alors la maladie de Crohn, c'est une maladie auto-inflammatoire chronique de l'intestin. Alors les formes sont d'intensité très variables d'un individu à l'autre. Je connais quelqu'un qui a la cinquantaine et qui vit plutôt bien avec seulement quelques centimètres d'intestin en moins. Ouais, vous le voyez venir le lien avec le thème de la chair, et d'autres personnes ont une vie très handicapée et n'ont presque plus d'intestin. Dan O'Bannon, quant à lui, a vécu une trentaine d'années avec cette maladie. Et il dit lui-même que la scène du repas où Ken se fait déchirer ses entrailles lui a été inspirée par ses douleurs intestinales. Donc vous voyez que le thème de la chair mis en pièces et de la maladie, même si ici il s'agit d'une maladie non induite par un organisme parasitaire, n'est pas du tout innocent dans Alien. Alors bien sûr, il y a plein d'autres thèmes intéressants dans le film, ne serait-ce que la créature en elle-même qui en termes de xénobiologie est vraiment passionnante. Cette machine à tuer si efficace dont la première victime est son hôte, son sang acide si dangereux pour quiconque veut l'attaquer a de quoi fasciner, et d'une certaine manière, ce qui séduit d'autant plus dans ce premier film, c'est qu'elle reste assez mystérieuse. Les autres films donnent plus d'indications, et il serait d'ailleurs intéressant de revenir en détail sur la créature en tenant compte de ce qui fut révélé au fil des films. Mais ce n'est pas le lieu de cette vidéo, où je vais m'en tenir à ce qui est raconté dans le premier film. Quoi qu'il en soit, cette créature semble vraiment dire à l'humain, et imaginer face à quoi vous pouvez vous retrouver dans l'avenir. D'ailleurs, dans ce thème de « attention à l'inconnu », j'ai toujours été fasciné par le sentiment provoqué par le fait d'imaginer pourquoi ce vaisseau avait toute une cargaison d'œufs. D'où vient-il? Où est-il? Dans quel but? C'est vraiment un élément du film qui m'avait laissé un sentiment très étrange, très marquant, lié à la peur de l'inconnu bien sûr, mais amplifié par toutes les possibilités offertes par cet univers si vaste, finalement si terrifiant. Alors je sais que le premier scénario de Prometheus était censé répondre à cela,
et on retrouve des éléments allant dans ce sens dans le film tel qu'il existe aujourd'hui, mais finalement c'est une autre histoire qui nous est racontée, et enfin bon, j'en reparle après. Sur les autres thèmes intéressants, qui cette fois ne concernent pas la créature, il y a les thèmes des IA, développés à travers H et l'ordinateur de bord Moment, et du capitalisme, dans le sens du profit qui passe avant l'humain. Le film développe, et cela est le gros apport des scénaristes David Giller et Walter Hill, toute une thématique autour de l'exploitation prolétarienne. Les personnages sont clairement montrés comme des personnes se sacrifiant pour pouvoir gagner correctement leur vie. Leur métier est dur, risqué, demande de s'hiberner de longues périodes, etc., etc. Pour finir, elles sont même obligées de risquer leur vie, parce que c'est dans leur contrat. Ce n'est vraiment pas qu'un thème balancé comme cela. Tout le film peut être vu par ce prisme. On y voit d'ailleurs que les personnages ne sont pas non plus choisis au hasard, par leur genre ou leur origine. Et j'apprécie d'ailleurs beaucoup que ce soit un personnage féminin qui s'en sorte à la fin, après s'être débarrassé de l'alien, mais aussi après avoir sacrifié la cargaison. Donc les bénéfices pour sauver sa vie. Il y a dans tout cela une symbolique intéressante. Il y a ainsi constamment en sous-texte cette lutte des classes, plus ou moins fortement, et finalement ce capitalisme, ce profit qui va au-delà de l'intérêt humain, il est parfaitement symbolisé par un personnage qui fait d'ailleurs totalement le lien avec le thème de l'intelligence artificielle. H, symboliquement, en tant qu'androïde obéissant froidement aux ordres, est totalement le parangon du capitalisme. Tout ce qui pouvait paraître humain chez lui n'est qu'illusion. Si détruire l'autre est nécessaire, c'est tout. Il symbolise une absence totale d'empathie au service d'un but qui passe avant une quelconque pensée humaniste. Il est un programme dégagé de toute forme de morale, et cela est une question d'autant plus pertinente et d'actualité que nous donnons de plus en plus de responsabilités à des IA, qui bien sûr sont encore loin d'être comparables à H, mais qui comme lui sont susceptibles d'obéir à leur programmation même si les conséquences sont terribles pour les humains. Et l'on voit d'ailleurs une opposition intéressante, puisque maman finalement protège l'équipage. Alors je ne dirais pas qu'elle est empathique, rien n'est clairement montré en ce sens. Et finalement elle obéit aux ordres aussi. Mais sa mission est plutôt protectrice, et elle aide l'équipage tandis que H se révélera dangereux au premier degré. Et il est aussi intéressant de noter comment il admire l'alien, le voyant comme une forme de vie parfaite, en tous les cas largement supérieure à l'humain. Ce n'est pas une question de bien et de mal, la pure efficacité est son modèle, c'est tout. Autre chose intéressante avec ce thème, c'est qu'apparemment il a particulièrement marqué Ridley Scott. Déjà, c'est le thème central de son autre chef-d'œuvre de la science-fiction, Blade Runner. Mais surtout, en rapport direct avec l'Alien, c'est le thème qui semble l'avoir le plus intéressé dans ces deux préquels d'Alien que sont Prometheus et Covenant. Oui, je sais que beaucoup ont crié à l'infanticide avec ces films, mais finalement, si ce n'est pas vraiment lui le père d'Alien, la direction qu'il a pris est peut-être logique. Enfin bon, il y a beaucoup à en dire. Surtout quand on voit tous les emprunts de Prometheus à un célèbre récit de Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées. Et oui, il va vraiment falloir que je m'attarde sur ce film un de ces jours, c'est promis. Et d'ailleurs, Ridley Scott développera aussi clairement un autre thème dans ses préquels, qui dans Alien n'est encore qu'un sous-texte, la religion. Alors vous allez me dire, y a pas de religion dans Alien. Alors forcément, avec le scénario original, où la pyramide semble être liée à un culte, c'est sûr que ça aurait été plus clair. Mais n'empêche, il y a un concept qui reste intéressant à développer. Alien, comme bon nombre d'œuvres de science-fiction, expose clairement un paradigme où les dieux des religions humaines trouvent difficilement leur place. Ici, nous posons clairement l'idée que la création existe ailleurs dans l'univers, que cette création n'est sûrement pas faite à l'image d'un dieu humain, et point de pénitence, de rédemption, de paradis. L'espace ressemble plutôt à l'enfer finalement. Et surtout, quand H parle de l'alien, comme je l'ai évoqué plus tôt, il en parle, à l'inverse de l'humain qui se révèle très inférieur, comme d'une créature parfaite. Et la perfection, c'est Dieu d'une certaine manière, ou en tous les cas une créature divine en quelque sorte. Et dans cet univers où Dieu semble avoir abandonné les siens, symboliquement je veux dire, je trouve que tout cela prend sens. En sous-discours, Alien semble dire clairement, tout vos mythes sur la création, et sur un possible lien entre les humains et Dieu, quel qu'il soit, vous voyez ce que vous pouvez en faire. Et parmi toutes les références ou métaphores religieuses que le film peut faire, on peut dire que la conception à laquelle on assiste n'est clairement ni divine ni immaculée. Enfin bon, vous voyez, Alien est vraiment l'histoire idéale pour explorer des tas de thèmes et des tas de symboliques, ce qui, associé à tout ce qui a amené à sa conception, ses liens avec toute une histoire de la science-fiction, et bien sûr ses grandes qualités de mise en scène, en fait véritablement une œuvre pivot du genre. C'est le symbole presque parfait de toute une génération biberonnée à une science-fiction et une fantasy, encore d'une certaine manière dans une bulle, qui va véritablement exploser le grand écran dans les années 70 et 80, ouvrant cette culture au plus grand nombre, déversant un imaginaire qui nous a complètement envahis, et même imprégné depuis. Et ainsi nous sommes les enfants et les petits-enfants de toute cette culture. Oserais-je dire une nouvelle forme de religion, que nous en ayons conscience ou non. Mais bien sûr, de plus, Alien en lui-même reste un film magnifique, maîtrisé et surtout qui insémine notre imaginaire tel le fasse Hugger inséminant son hôte, nous laissant si fragiles face à tout un univers inconnu et terrifiant, laissant tout un tas d'idées, d'émotions particulières continuer à vivre en nous bien après le visionnage. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que j'aime dans la science-fiction. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, likez, commentez, un grand merci à mes abonnés fidèles, et pour les autres surtout, abonnez-vous. Bye bye.